Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et nous devons rattraper les 12 premiers jours du mois de juillet avec déjà pas mal de lectures. Alors nous sommes le dimanche 12 et à ce jour j'ai lu 11 livres dont beaucoup de e-books, pas mal d'emprunts et 3 livres neufs qui étaient dans ma palle, sauf un en fait, donc 2 qui étaient dans ma palle et un qui s'est rajouté grâce à la participation de mon travail, j'ai pu me l'acheter. Donc, nous commençons par le premier livre qui a été lu en fait le 30 juin, mais vu que j'ai fait mon update lecture le 29 et que je pensais pas lire le 30, en fait, je vais clôturer le mois de juin, mais trop tôt, donc c'est pas grave, mais je l'inclus dans la boucle, donc ce qui fait 12 livres à vous présenter au final. Il s'agit de Sous les cendres des ailes brisées de Manon Drogoul, donc c'est un roman de fantasy auto-édité. Alors ici, nous sommes dans une histoire qui m'a vraiment plu. On est sur du 4. Parce que j'attends de voir ce que va donner le 2. Parce que c'était un tome quand même assez introductif. Donc c'est une histoire qui va être sous le thème de la vengeance. Nous avons une jeune fille qui a perdu toute sa famille lors d'une nuit qu'on appelle la nuit rouge. Et en fait, suite à cette perte de famille, elle va se retrouver orpheline et elle va se retrouver accueillie par une famille qui la maltraite. Donc, elle va vivre vraiment l'enfer pendant des années. Et la seule manière qu'elle a trouvée pour partir de cette famille, pour peut-être avoir sa vengeance plus tard, c'est de s'engager dans les traqueurs. Ce sont des soldats d'élite qui vont traquer, chasser les ennemis du royaume. Ce sont des ennemis qui ont corrompu la magie et les dragons. Et les traqueurs et on va dire le clan des gentils vont eux aussi avoir des pouvoirs, mais à certaines doses, une magie plus pure, une magie plus positive, et à moindre dose aussi que les ennemis. Mais cette jeune fille, si elle rentre chez les traqueurs, elle devra renoncer à sa magie. Donc ça, c'est le pitch. Évidemment, il va y avoir une romance, c'est une romantaisie. Et en fait, cette jeune fille, lors de sa formation, va rencontrer un homme qui est très très connu pour, on va dire, ses grandes victoires à la bataille, parce que c'est un combattant accompli. Et il va se faire appeler, je crois, le fantôme. Je sais plus, on ne le dit pas. Mais bon, elle va rencontrer du coup ce soldat d'élite qui est vraiment froid, impitoyable, voilà. Et il va la prendre sous son aile, comme dans plein de romantaisies, mais comme Force Wing, c'est un peu le même style, le prof et l'élève. Sorn, et ça fait un Thorn, ou Thorn, je sais pas comment vous le dites, va du coup vraiment s'allier avec elle. Il va y avoir une énorme bataille qui va faire qu'ils vont se retrouver tous les deux et ils vont devoir survivre lors du retour à la grande citadelle, là où ils sont censés continuer leur formation en toute tranquillité et protégés. Donc c'est pour ça que j'ai mis un 4 parce que le roman va être vraiment centré. Bon, il y a quand même. Il fait combien de pages? Il fait 480 pages, je dirais qu'il y a 200 pages où vraiment on la voit évoluer, on la voit évoluer seule, j'ai envie de dire, sans cette romance qui s'installe. Et puis ensuite, forcément, on va voir la romance s'installer parce qu'on va les suivre durant leur périple jusqu'à la citadelle. Ils vont se retrouver tous les deux, donc il va se passer des choses qui vont faire qu'ils vont peut-être se rapprocher, qui vont trouver du réconfort, ils vont s'ouvrir l'un à l'autre, etc. Donc c'était intéressant, c'était beau à voir, sinon je l'aurais pas lu. Mais c'est vrai que c'était parfois un peu longué, mais bon, je pense que c'est normal. Et du coup, le tome 1 se finit sur un énorme cliffhanger. Et c'est pour ça que je dis j'attends le tome 2, parce que je pense que le tome 2, vu les révélations qu'il peut y avoir, ça peut être vraiment explosif. Parce qu'on a aussi cette trope de jeune fille qui cache un plus grand pouvoir que ce qu'elle ne pense. Donc,
Voilà, je pense que le tome 2 sera bien, mais en tout cas, c'était un bon premier tome, hein, ça donne envie de continuer. Voilà, j'ai bien aimé. Les dragons, ici, j'ai hâte de voir aussi ce qu'on va faire de ces dragons dans le tome 2, parce que le premier tome, comme je vous l'ai dit, ils sont montrés comme corrompus par les ennemis, donc c'est pas des dragons gentils comme dans Force Wing, ou tout autre livre où en général les dragons sont les amis de nos personnages. Là, c'est pas du tout le cas, mais selon la formation qu'ils ont, selon les capacités qu'ils ont, ils peuvent peut-être pouvoir revendiquer un dragon. Donc à voir si ça aussi ça va être exploité dans le tome 2, j'ai hâte de voir ça. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Gilded City, donc c'était une suite que j'attendais énormément, j'avais beaucoup aimé le premier tome, je l'ai même mis en coup de cœur du premier semestre, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce deuxième tome. Pour vous faire un peu le topo, ça ressemble énormément à Ne me touche pas de Tahereh Mafi. Sauf que là, c'est de Leia Stone. Et le premier tome date de 2025, il me semble. Non, je l'ai lu en février 2026. Ouais, mais est-ce qu'il est sorti en 2026 ? Le tome 1, ouais, c'est ça, 23 décembre 2025. Et moi, je l'ai lu en février 2026. Donc, nous avons une jeune fille qui, à l'instar de Ne me touche pas, a un pouvoir qui fait que, bon, oui et non, parce que dans Me touche pas, c'est... oui, voilà, dans Ne me touche pas, quand la fille touche ou se fait toucher, c'est l'autre personne qui a mal. Alors que là, dans Gilded City, si on la touche, c'est elle qui a mal. Là est sa malédiction. Donc, voilà, le monde où elle évolue, elle est séparée en espèces de deux castes. Nous avons les quartiers de l'Est, les quartiers de la richesse, et nous avons les quartiers de l'Ouest, les quartiers pauvres, dans ce grand royaume. Et hors du royaume, vous avez l'autre peuple, voilà, le peuple qui n'a pas grand-chose et qui vit de ce qu'il peut avoir. Et cette jeune fille avec son père était hors de ce royaume. Et puis, un jour, son père va nécessiter de grands soins qu'elle ne peut pas trouver là où elle est. Et du coup, elle va enfreindre les lois, se rendre dans le quartier Est, aller à l'école, à l'académie de ce royaume, où se forment des tas de métiers différents, notamment des soigneurs. Et elle va trouver un soigneur qui va accepter de soigner son père gratuitement. Ce soigneur-là, ça va être le deuxième personnage principal que l'on va suivre, car il va se révéler être l'amoureux de notre jeune fille. Donc, on est dans un royaume aussi où il y a énormément de tensions entre différentes familles fondatrices, et il s'avère que la famille du monsieur est à la tête du royaume, et la famille de la dame, de la jeune femme, est en fait vraiment la famille la plus haïe de tout le royaume, parce que elle est réputée pour avoir des pouvoirs vraiment démoniaques. La mère de la jeune fille qui avait pris la tête de cette famille a fait énormément de mal à ce royaume, a tué énormément de gens. Donc, autant dire que cette jeune fille n'est pas sortie de l'auberge, car elle va avoir de nombreuses difficultés à se faire accepter, à se faire voir en tant que ce qu'elle est et non selon ce qu'elle a hérité du côté de sa famille. Et voilà un peu le topo de cette histoire. Donc là, c'est un tome 2 qui, ma foi, m'a énormément plu aussi. Pour l'instant, les deux tomes ont un 5/5, ça se lit extrêmement facilement. Normalement, il y a un tome 3 qui est déjà sorti, je crois, en VO, ou qui va sortir, je sais plus. Et donc là, ça va être House of War and Bone. Donc c'est la maison dont vient le jeune homme. Et en fait, ça va être vraiment un tome qui va nous apprendre énormément de choses sur le passé de ces deux personnages, parce que tout va prendre son sens. Les personnages vont apprendre des choses qu'ils ne pensaient vraiment pas possibles. Et il va y avoir aussi énormément de recherches, parce qu'il va arriver quelque chose de très très grave à l'un des deux personnages, et l'autre va devoir se battre, trouver des solutions pour essayer de le ramener là où il doit être. Donc voilà, c'est vraiment génial. Que de bonnes choses avec cette histoire, je ne peux que vous dire ça, vraiment, il n'y a rien de négatif là-dedans, c'est très bien écrit, c'est très fluide.
On est dans le vif du sujet, il y a énormément de rebondissements et de retournements de situation. Comme je vous ai dit, on apprend énormément de choses. Et du coup, ça donne une autre vision des choses. Et on se dit, peut-être que tout n'est pas comme on nous le dépeint à la première occasion. Ensuite, j'ai lu la BD La Sentinelle du Petit Peuple, tome 6. Donc, c'est le Matagot d'Halloween. C'est une BD que j'aime beaucoup. Je suis un peu triste de la... Enfin, triste. Ouf, c'est un grand mot, hein. Mais j'aurais voulu le lire au moment d'Halloween, parce que vraiment là, j'en en peux plus de cette chaleur là chez nous dans le 13. C'est suffocant. Hier, on a eu hier, on a eu un orage, mais ça a duré 1 heure. Donc autant dire que c'est pas non plus extra, et en plus c'était en pleine nuit, donc on n'a pas pu vraiment en profiter. Mais là, j'ai grand besoin de l'automne, j'ai grand besoin d'Halloween et de l'ambiance qui va avec, et du coup, j'avais super envie de lire cette BD pendant Halloween, mais je l'avais dans les mains, donc je ne pouvais pas ne pas la lire. Ça faisait un petit moment que je voulais la lire. Au travail, elle a un petit peu tardé à arriver, parce qu'elle est sortie le 27 février 2026. Et je la lis, enfin, on l'a reçue là qu'au mois de juillet. Donc c'est vrai qu'après toute cette attente, je ne pouvais pas attendre plus. Mais la Sentinelle du Petit Peuple, du coup, c'est vraiment une histoire que j'aime bien, que je la suis depuis 6 tomes. On va suivre une jeune fille qui va être la Sentinelle du Petit Peuple, qui est en fait la gardienne du Petit Peuple, les fées, les trolls, les gnomes, tout ce qui est connu comme être magique dans la forêt. Et là, ça va se passer une petite enquête aussi où une de ses amies à l'école va retrouver un chat dans la forêt et elle va se rendre compte que son père se comporte bizarrement. On va voir une sorcière qui va jeter une malédiction et donc on va voir un petit peu le lien entre tous ces événements. Et voilà, c'est des planches en plus qui sont vraiment magnifiques. Et là, sur le thème de Halloween, c'était vraiment une BD splendide. Ensuite, j'ai lu Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. Donc Jérôme Loubry, c'est la première fois que je le lis avec cette histoire. Je sais qu'il est très connu, il a fait énormément de thrillers et de policiers. Mais c'est vrai que quand on est face comme ça à un auteur qui est connu et qui a écrit énormément de choses, c'est compliqué de savoir par quoi commencer. Et en plus, il a eu une dernière sortie là en 2026, Le Garçon éternel, que j'ai vu passer. Mais voilà, je savais pas par quoi commencer. Bon. Et j'étais dans un mood au moment où je l'ai lu, où je cherchais des histoires de chasse aux sorcières. Et donc, en cherchant, j'ai trouvé Les Sœurs de Montmort. Alors, c'est un peu le thème, mais pas forcément non plus, après lecture. Donc, Les Sœurs de Montmort, on va suivre 2 jeunes femmes qui vont se rendre dans une ville, donc la ville de Montmort. Parmi ces 2 femmes, il y a une jeune journaliste qui va enquêter sur ce qui s'est passé dans cette ville. On va suivre de nombreux personnages en parallèle, donc quelques années avant, et ensuite on a le point de vue des journalistes qui alternent. Et dans cette ville de Montmort, on dit qu'il y a eu une chasse aux sorcières, donc de femmes qui utilisaient l'arboristerie et qui ont été jugées sorcières et qui ont été poussées le haut de la montagne de Montmort et sont laissées pour mortes en bas de la falaise. Donc ça a donné, si vous voulez, un cimetière sauvage. Et depuis cette époque-là, on dit que la ville a été maudite, que les gens se suicident, se font tuer à cause de ces sorcières qui hantaient la ville. Donc, nous allons voir que ça peut jouer, mais ce n'est pas forcément que ça. Ça a tourné ensuite sur un thriller plutôt scientifique médical. On s'y attend pas du tout, vraiment pas. Et j'ai vraiment énormément aimé, c'est un 5 sur 5. Je pense que je lirai d'autres Jérôme Loubry, mais pas de suite, parce que vraiment, Les Sœurs de Montmort, ça a été vraiment, je peux dire, un coup de cœur. Hein. Je l'ai mis dans mon top 6 déjà, dans mon top 5 déjà du 2e semestre. J'ai vraiment énormément aimé. Donc j'ai pas envie de suite lire autre chose de lui, de peur de me dégoûter. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, parce qu'on suit du coup plusieurs personnages avec chacun leur passé propre. On va essayer de comprendre les liens qu'il y a entre eux. Et puis ça va tourner un petit peu à la destination finale. Donc c'est très très gore, c'est très explicite les scènes de meurtre
et de automeurtre. Donc c'est pas pour tout le monde. Je, alors, je pense que ça peut être l'un des pires niveau gore des Jérôme Loubry. Parce que en lisant les synopsis de ces autres romans, on fait pas trop état de choses vraiment sanguinolentes comme ça. Donc peut-être que j'ai commencé par le pire, mais ça m'a vraiment plu. Ce côté un petit peu secte, un petit peu fantastique, fantomatique. Voilà, c'était vraiment vraiment génial, mais pas pour tout le monde si on n'aime pas le gore, parce que franchement, il y a vraiment vraiment une scène qui est vraiment horrible. Et voilà, c'est vraiment pas pour tout le monde, mais l'histoire était vraiment vraiment géniale. Donc je vais voir ce que je vais lire ensuite de cet auteur. Euh, voilà, ça va être un long moment de réflexion. Ensuite, j'ai lu plusieurs BD. J'ai lu Le Murmure du Dragon, qui m'a été envoyé en service de presse avec Ned Gallet par la maison d'édition Jungle. Donc ça a été une BD qui a été vraiment très très mignonne, qui est sur le thème des dragons. Normalement, tous les jeunes enfants qui ont dans leur lignée des personnes qui ont eu des dragons, normalement sont censés en avoir elles aussi, et il est censé devoir éclore avant 12 ans, je crois. Et nous allons suivre une jeune fille. Elle n'a pas de dragon, donc ça l'embête énormément. D'autant plus que c'est une jeune fille qui se documente énormément sur les dragons. Elle a toute une culture et un savoir très très poussé comparé par exemple aux enfants qui en ont. Elle trouve ça pas forcément juste que certains enfants aient des dragons mais n'aient aucune connaissance de comment il faut s'en occuper, alors elle connaît tout et elle n'a pas de dragon. Heureusement, le destin va faire en sorte qu'elle ne soit pas totalement lésée et va lui donner un cadeau beaucoup plus précieux que d'avoir son propre dragon. Donc je vous laisse juste sur ça parce que c'est une histoire qui est vraiment très très poétique, très fort en émotion. J'ai vraiment adoré cette BD. Je pense que je me l'achèterai au format physique si je peux, parce que c'est vraiment une histoire très très touchante. Et puis voilà, c'est avec des dragons, les graphismes sont vraiment super beaux. Et ça a une histoire très touchante. Ensuite, j'ai lu I Don't Trust My Twin, le tome 5. Donc l'avant-dernier, je suppose, ou alors c'est une histoire en 7 tomes, ils le mettent plus maintenant. En combien de tomes c'est fait bref, donc c'est le 5e tome, mais je pense que c'est la fin parce que ça se sent. J'ai beaucoup aimé ce 5e tome parce que là, nous allons avoir un petit peu plus d'avancement dans la relation de nos deux personnages, donc Lorenza et Yann. On a aussi un avancement au niveau de la relation entre les deux sœurs. Enfin, elle, la protagoniste vraiment très très méchante, va enfin montrer son vrai visage à tout le monde. Et je pense que ça va vraiment être explosif cette fin. J'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se terminer, comment Lorenza va se dépatouiller de tout ça. Et surtout quel choix elle va faire par rapport à Yann. Donc vraiment, c'était vraiment super bien. Mais voilà, ça se lit beaucoup trop vite. Malheureusement, pour le temps de satisfaction est vraiment court. Mais voilà, c'est le format qui veut ça. Hein. Mais voilà, j'ai vraiment hâte du coup d'avoir le tome 6 et 7, ou juste le 6, je sais pas. Je crois que j'ai déjà trouvé la date de la sortie du tome 6. Je crois que c'est ce deuxième semestre, là. Septembre, octobre ou novembre, je sais plus. Donc on devrait avancer un petit peu plus profondément dans cette série d'ici la fin de l'année. Mais voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir le fin mot de tout ça. Ensuite, j'ai lu Griffon, le tome 1, La quête de la team Diabolette. Donc c'est une BD jeunesse que j'ai beaucoup aimé, là aussi totalement dans l'univers de Halloween. Nous avons Griffon, donc qui est une petite diablotine, qui va se retrouver envoyée en punition dans le monde des humains pour retrouver des artefacts maléfiques qui se sont retrouvés dans le monde des humains par sa faute, parce qu'elle a fait des erreurs. Et donc, pour retrouver ces artefacts, elle va se lier d'amitié avec des enfants humains qui sont tous les deux un petit peu les rejetés de la classe. Parce que différents, parce que meilleurs, parce que bon, voilà. Et donc, ils vont fermer justement cette team Diabolette pour retrouver ces artefacts. Donc, c'est un tome 1. Je ne sais pas en combien de tomes il y aura cette série. Il y a forcément un tome 2 parce qu'ils vont devoir retrouver un être maléfique dans leur prochaine aventure.
Et là aussi, j'ai beaucoup aimé cette BD. Pour le coup, celle-là, je l'ai eue au travail, donc j'ai pu l'avoir en main. C'est une BD vraiment très jolie, dans une ambiance voilà, très spooky. J'ai énormément aimé cette histoire. C'est un 5 sur 5 aussi. Et puis, je pense que, vu que le tome 1 est sorti il n'y a pas très longtemps, je pense que le tome 2 va sortir deuxième semestre ou l'année prochaine. Et d'ici là, je pourrais recommencer à m'acheter des livres pour moi. Et je pense que le tome 2, j'aimerais beaucoup me l'acheter pour l'avoir parce que c'est vraiment une histoire qui, je pense, me plaira énormément. Et très plaisante à lire aussi. Donc voilà, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette petite histoire diabolique. Surtout qu'elle a un caractère bien trempé, bon, un caractère de diablotine, quoi. Et elle va trouver douceur et plein d'autres choses dans les deux enfants qui vont l'accompagner. Ensuite, j'ai lu Les Chaventuriers, la Cité Céleste. Donc là, ça va être une histoire en one-shot. On va suivre des personnages donc, qui sont des chats qui vont partir à la recherche de leur grand-père qui était parti lui-même à la recherche de la Cité Céleste, qui est une cité que personne n'est vraiment allé voir, ou en tout cas personne n'en est revenu pour dire comment c'était, où elle était. Ça va être du coup une quête plutôt initiatique, hein, donc, parce qu'ils vont chercher leur grand-père, mais ils vont aussi chercher des réponses quant à leur avenir, parce que ils sont passés, il y a eu une cérémonie de passage à l'adulte, on leur a dit ce qu'ils allaient devenir, mais c'est pas forcément ce qu'ils voulaient, et donc à la fin de cette quête, ils vont prendre une décision par rapport à leur futur. Donc c'était aussi une BD que j'ai bien aimée, assez rapide tout de même dans le déroulement de l'intrigue, parce qu'on aurait peut-être pu avoir un deuxième tome, voir ce qu'ils allaient faire ensuite, du coup, ce qu'ils allaient décider, mais là, voilà, ça se terminait un peu bêtement, je trouve, dans le sens où, ben voilà, on aurait voulu avoir les réponses. Mais bon, ça s'est très bien lu, mais un peu trop vite, donc c'est vrai que je lui ai mis un 3,5. Je l'ai fait lire aussi à mon mari, il a dit que c'était sympa aussi, mais pareil, c'était un petit peu trop rapide et trop facile. Mais voilà, on passe un bon moment, si vous la voyez, vous pouvez la lire, vous passerez un bon moment, mais je pense pas qu'elle restera gravée ad vitam aeternam dans nos mémoires. Ensuite, j'ai lu La Flamme du Destin, donc, qui est le dernier tome de la série L'Académie de Firestone de Hannah Haas, donc, qui est le harem inversé de notre jeune femme avec ses 4 compagnons du destin. Ils vont enfin affronter la grande méchante de l'histoire. Il va y avoir énormément de choses qui vont se passer dans ce 5e tome. Je ne peux pas vous en dire énormément plus, mais on peut dire que c'est une jeune fille qui va être obligée d'aller dans une école, faire des épreuves pour voir si elle est capable de manier les ombres. Il va s'avérer qu'elle est là pour un autre objectif qui est enquêter sur la mort de sa sœur. L'amour va s'en mêler parce qu'au fur et à mesure des tomes, elle va se retrouver donc, avec 4 compagnons du destin, dont un qui est son professeur. Et elle va se découvrir des pouvoirs qui sont censés être disparus. Donc il va y avoir toute une question de destin, de prophétie qui va être mentionnée au long de la série. Et donc là vraiment c'était le grand final, tout se clôture. Et c'était un magnifique 5e tome. Je l'ai dévoré aussi, je l'ai lu au format numérique, donc 455 pages, qui sont passées, mais alors vraiment avec une efficacité monstre. Et vraiment un as, là, ça fait 2 séries que je lis d'elle, je crois, ou 3, je sais plus. Mais à chaque fois, ça a super bien marché. Donc j'ai lu l'Académie des Haro Art, qui était aussi en 5 tomes, je les ai tous lus. Et voilà, et il y avait l'Académie Firestone, où là aussi elle vient de se terminer avec son 5e tome. Donc ça fait 10 livres que je lis de cette autrice et que vraiment, j'adore énormément. Ce harem inversé me plaît énormément. Attention, c'est une série qui est spicy, beaucoup, il y a énormément de scènes explicites, de langage cru, tout est consenti, tout est sous le signe de l'amour et de la passion. Mais c'est explicite, donc pas pour tout le monde.
Voilà, en tout cas, si vous aimez voilà, les histoires de harem inversé dans des académies avec des dragons, il y a aussi des dragons, mais c'est pas forcément visible de suite. Euh, voilà, j'ai vraiment, vraiment, vraiment énormément aimé cette série. Et puis, si cette histoire-là vous botte pas, vous avez l'Académie d'Aurowart aussi qui est vraiment géniale. Donc voilà, je pense que niveau harem inversé, j'ai eu vraiment, vraiment ma dose avec Anna Haas dans le bon sens, hein. J'ai eu ce que je voulais avec cette trope. Je pense que ça va être un petit peu compliqué de retourner dans du harem inversé quand on a lu Anna Haas. C'est compliqué, je pense, parce qu'elle a vraiment mis le niveau haut avec autant de green flag, autant de bienveillance, de consentement. C'était vraiment, vraiment génial. Voilà, peut-être le prochain harem inversé que j'ai vraiment hâte de lire, mais ça, je sais pas quand est-ce que ce sera possible, ce sera Beast of Briars. J'ai lu les 4 premiers tomes, là il va y avoir le spin-off, mais moi ça m'intéresse pas les spin-offs, je veux la suite de tous les personnages. Donc j'attends impatiemment ce tome 5, 6 et 7. Mais pour l'instant, on n'a pas de date en VF, donc ce sera peut-être le harem inversé que je lirai prochainement, si on a une date pour le tome 5. Ensuite, on arrive sur les 3 derniers livres. Donc, il y a Potions magiques et Sortilèges, donc le tome 4 qui est de Aurore Gomez. Celui-ci, je l'ai lu aussi au format numérique. C'est une série jeunesse que j'aime beaucoup. Nous suivons 2 sœurs, dont une qui est un petit peu l'intellect de la famille et la petite sœur qui est bien un petit peu bordélique, beaucoup plus énergique, un peu moins à l'écoute, etc. Mais qui n'en a pas moins de très très importantes connaissances, par exemple en potions, et qui va se révéler être une force de la nature quand il y a besoin, autant que sa grande sœur, hein. Mais voilà, c'est vraiment 2 caractères vraiment très très différents, ce qui fait que, eh bien, tout au long de la série, il y a beaucoup de disputes, beaucoup de choses comme ça, mais quand il faut faire front, elles savent s'y mettre toutes les deux. Et donc là, on va suivre de nouveau ces 2 personnages, plus d'autres personnages, dont une amie humaine, donc qui n'est pas du tout une sorcière, et elles vont être obligées de jouer à un jeu ensorcelé, qui vont mettre à l'épreuve leur amitié, leur relation de sœur à travers la confiance, et ça va mettre aussi en lumière la grand-mère, que l'on voit souvent dans la série, mais plutôt en tant que personnage secondaire, alors que là va vraiment être un personnage important dans l'histoire, car ce jeu ne peut se terminer que si la grand-mère fait la paix avec son passé. Voilà, c'était très très bien. Donc je l'ai lu au format numérique. Ce sont des romans qui font à peu près tous le même nombre de pages, à peu près 220 pages. Donc ça se lit très très bien, très très vite. Il y a beaucoup de mise en page, très jolie, très colorée, avec des illustrations aussi qui sont très très bienvenues. Voilà, c'est une série que j'aime beaucoup et que je conseille aussi. Je les ai mis sur ma liste au travail pour les conseiller au club lecture d'Halloween. Voilà, c'était vraiment très chouette. Je pense que à partir de 8 ans, ça se lit assez facilement si on aime les sorcières, les sorciers, les potions, les choses. Voilà, vraiment rocambolesque. Je pense que ça peut être quelque chose qu'on peut mettre à la place de Harry Potter, par exemple. Ensuite, on va venir parler de mes 2 énormes coups de cœur de cette première quinzaine de juillet. Vraiment, il y a du lourd. Donc, j'ai lu le 2e tome de... alors, je sais pas ce que c'est le nom de la série, parce qu'il y a La Flamme des Dragons, et donc celui-là, c'est La Colère des Dragons. Sur Babelio, on dit que la série, c'est La Reine de Feu. Et... ah oui, c'est ça, c'est La Reine du Feu, tout simplement. J'avais pas fait gaffe dans le premier tome que c'était marqué La Reine du Feu. Donc, ce 2e tome, qui est une jolie brique hein, de 630 pages, mon Dieu, je l'ai dévoré en un jour et une soirée. Donc, j'avais parfois pas envie de le lire parce que j'avais pas envie de partir, j'avais envie vraiment de faire prolonger le plaisir. Mais à un moment donné, c'est tellement prenant qu'on est obligé de continuer, même si on n'a pas envie que ça se termine. Mais vraiment, ce 2e tome est tellement, mais alors tellement à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer après avoir lu le tome 2. Le tome 1, pardon. Le tome 1, je l'ai lu en février. Oui, je l'ai lu pour le Romantasy Challenge. Et à l'époque, je pensais que c'était un one-shot. C'est quelques jours ou quelques semaines après la fin du challenge que j'ai vu que c'était une série. Et là, je viens de voir aussi qu'il y aura un tome 3.
quand, je ne sais pas. Mais il y aura bien un tome 3, parce que là, entre le tome 1 et 2, il y a eu 2 ans. Donc, bon, voilà, autant dire que ce tome 3 va se faire attendre très très impatiemment. Et j'aurais peut-être dû attendre de lire le tome 2 si le tome 3 ressort encore dans 2 ans. Mais bon, j'espère pas en tout cas. Parce que là, pour l'instant, cette année, ça allait. Voilà, j'ai lu le premier tome en février, le deuxième en juillet. Mais s'il faut attendre 2 ans pour lire le tome 3, je sais plus où j'en serai, je pense. Ou en tout cas, s'ils font ça, j'espère qu'ils feront un résumé du tome 2. Ce qu'ils n'ont pas fait pour ici. Ils ont pas fait de résumé du tome 1. Mais bon, donc voilà, c'est vraiment, vraiment un livre que j'aime énormément parce que la relation qu'on a entre nos deux personnages elle est tellement mieux construite, tellement mieux basée sur la confiance, sur la communication, sur l'égalité des sexes que toutes les autres romantésies qui sont connues, comme par exemple Force Wing. Vraiment, j'en ai parlé avec quelques personnes sur Instagram, et c'est vrai que comparé à Force Wing, vraiment Force Wing, la romance est vraiment cucu, pas du tout approfondie. C'est pas une relation d'adulte, c'est une relation d'ado, quoi. Là, on est sur des personnages plutôt jeunes quand même, hein, on est sur entre 18 et 20 ans, et ils ont une relation mais magnifique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'image du mec, le sauveur, c'est lui qui a toutes les connaissances, il est le plus fort, etc. Non, là, ça me fait vraiment penser à House of Dragon, où la femme a tout autant de pouvoir, voire peut-être plus que l'homme. Il n'y a pas d'histoire de surprotection toxique, ou parce que c'est une femme, alors elle ne peut rien faire, ou alors elle peut faire, mais sous certaines conditions de protection, etc., etc. Non, là, elle a vraiment les rênes en main. On a aussi un personnage masculin qui est très fort, mais qui n'est pas forcément en dessous d'elle. Donc il y a vraiment un équilibre entre les deux personnages qui est vraiment génial. Ça se sent dans leur façon de penser leur stratégie militaire, la façon de penser leurs relations et la façon de penser le gouvernement de leur royaume. Mais ça se sent aussi dans leur relation en tant que telle, c'est-à-dire que oui, ils s'aiment, oui, ils ont envie de faire leur vie ensemble, mais c'est pas pour autant qu'ils vont se mettre des bâtons dans les roues quand ils doivent faire des choses. C'est-à-dire que si elle doit faire ça, se mettre en danger, il n'ira pas à l'encontre. Voilà, il comprend. Il y a vraiment une compréhension entre les deux qui est vraiment dingue. On a quand même une relation qui ne s'installe pas de suite facilement parce qu'il y a une histoire de trahison, donc il faut remettre la confiance en place. Mais c'est pas un manque de communication bête et inutile comme on peut y avoir dans certaines romantésies où juste ça se parle pas par histoire de fierté ou d'orgueil. Là, ça se parle pas ou avec difficulté parce qu'il y a toute une remise en question de la confiance et de la trahison. Donc, c'est justifié. Et vraiment, le tome 2 se finit sur un cliffhanger énorme et vraiment brise-cœur. Ça m'a mis les larmes aux yeux pour peut-être moins de 10e fois de toute ma vie. Et du coup, j'ai vraiment super hâte de ce tome 3, mais justement, ça va être vraiment très très long d'attendre parce que ça va partir dans un arc narratif que je m'attendais pas du tout, d'autant plus parce que y a une certaine mythologie dans cette histoire, mais les personnages ne sont pas forcément croyants. Donc les dieux ont une place, mais plutôt comme quelque chose qui va illustrer ou qui va encadrer, mais ça va pas être quelque chose en quoi ils vont vraiment croire. Et donc, vu qu'on va partir carrément dedans dans le 3e tome, j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner. Elle va aussi, ici, forcément il y a des dragons, hein, il y a 5 dragons. Elle va renforcer sa relation avec ces 5 dragons, et ça va clairement donner une vibe à la House of Dragon, parce qu'elle va apprendre des mots d'une ancienne langue qui date de l'époque des premiers dragons. Donc un peu comme le haut valérien que parle dans House of Dragon. Donc il y a vraiment énormément de choses qui m'en font passer à House of Dragon. Et puis notre personnage Kaiden va avoir la même vibe que Daemon Targaryen aussi. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est violent, qui ne contient pas sa colère, qui ne contient pas tout ça, qui apprend à aimer,
C'est un personnage qui est connu pour ses faits d'armes et ses faits de guerre. Donc il a vraiment un peu l'image du anti-héros qui est inexplicable à aimer. Je veux dire, voilà, c'est normalement ce genre de personnes qui sont sanguinaires, qui sont sanguines, qui n'ont aucun problème, entre guillemets, à tuer, tant que ce sont des personnes méchantes, mais qui, par contre, ont une grande empathie pour les innocents, et c'est quand même un peu compliqué, normalement, de les aimer. Et puis, vu qu'ici, on a son point de vue, et qu'on est dans sa tête, ça aide forcément. Et voilà, ça m'a vraiment, tout le long du livre, ça m'a vraiment donné une vibe de House of Dragon, et c'est que du mieux, que du bon. C'est ce que je cherchais, parce que un épisode par semaine, moi, ça me suffit pas. Et voilà, j'ai vraiment tout trouvé ce qu'il fallait dedans. J'ai vraiment adoré cette histoire. Et je peux que vous dire de la lire. Même si le tome 1 peut vous paraître un petit peu cliché parce que déjà vu, franchement, allez-y parce que le tome 2 va tellement approfondir les choses que vous allez ressentir des choses que vous n'avez peut-être pas ressorties avec d'autres romans. Comme je vous dis, par exemple, avec Force Wing. Moi, je fais le lien entre les deux parce que c'est le style d'histoire qui se ressemble et qui pourtant, au niveau de la romance, n'a rien à voir, et la romance est tellement mieux là-dedans, comme la série La Princesse Déchue de Lauren Blake. Non, c'est La Princesse Déchue, ou La Princesse sans couronne, je sais plus. Si, c'est ça, La Princesse Déchue, la tome 1 de L.C. Blake, donc c'est Lauren Blake. Là aussi, c'est je vous le mets là, la Princesse Déchue, c'est une romance, une romantaisie avec des dragons, qui est tellement mieux au niveau de la romance entre les deux personnages, je trouve ça dingue. J'ai les 3 tomes, j'ai acheté les 3 tomes chez moi. C'est vraiment génial au niveau de la romance, c'est tellement green flag, c'est tellement bien fait, tellement construit psychologiquement que vraiment Force Wing à côté, ça passe pour un peu du pipi de chat. Donc là, on en passe pour ce coup de cœur et on va sur le deuxième coup de cœur totalement inattendu parce que c'est un livre que je n'avais pas prévu d'acheter. C'était un livre que je voyais énormément, j'avais pas forcément d'attente vis-à-vis de cette histoire. Mais alors, oh mon Dieu, qu'est-ce que je me suis prise dedans. Je l'ai lu vendredi. Non, je l'ai lu samedi. C'était tellement original. Alors, c'est vrai que ça m'a convaincu. La chose qui m'a le plus convaincue, c'est que c'est écrit par Lynette Noni. Lynette Noni, j'ai adoré sa série The Prison Healer. Vraiment une trilogie excellente aussi. Et vu que je m'étais dit, bon, sa plume, je la connais, je sais qu'elle est vraiment géniale, je me lance dedans. Mais alors, qu'est-ce que c'est original cette histoire, avec ces histoires de traqueurs, de faucheurs, d'obélisques, de brume noire, de sources de magie sauvage, d'enlèvement d'enfants, de sacrifices avec des passages de comètes. Il y a tellement de choses, c'est tellement original. Le Enemies to Lovers, on le connaît. Le trope de la fille qui se révèle être plus importante que ce qu'elle pense, avec des pouvoirs plus importants que ce qu'elle pense, on connaît la trope du méchant qui se révèle être gentil. Mais alors, c'est tout l'univers qui fait de cette histoire un coup de cœur, parce que c'est tellement entraînant, tellement original, qu'on a envie de savoir tout ce qu'il y a dans cet univers, tout ce qu'on peut apprendre, d'autant plus qu'elle a choisi cette fois de rajouter des passages avec des extraits d'un journal intime d'un des premiers mages qui est arrivé sur cette île. Et ça va tellement rajouter une plus-value de dingue. Au début, je me suis dit, oh mince, c'est tout, faut lire des trucs et tout. Alors, au début, je me dis, bon, je vais pas les lire. Et puis, au final, en fait, tu te dis, en fait, si c'était super important. Parce que parfois, il y a ça. Ça m'est arrivé, par exemple, dans des romans jeunesse, d'avoir des passages comme ça de journal intime. Mais c'était très souvent des trucs superflus, des recettes, comment faire des potions magiques, etc. Donc, vu que c'était arrivé il n'y a pas très longtemps, je me disais, oh, encore ce genre de truc. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment super important, ce journal intime. Ça apporte un truc tellement immense au niveau de retournement de situation et de romantisme. Je trouve ça dingue. Ça se termine sur un cliffhanger de malade, et d'ailleurs elle-même s'en excuse dans ses remerciements. Elle dit, je suis désolée de vous laisser sur ce cliffhanger, mais le tome 2 va vraiment être dingue. Déjà que ce tome 1 est vraiment génial. On est sur un monde totalement nouveau. Ils sont toute une population qui vit sous terre
et à la surface, mais c'est très dangereux parce que justement il y a cette brume qui se balade dans cette île, en tout cas autour de l'île. Et il y a surtout des faucheurs qui sont un petit peu comme des vampires, des faucheurs qui ont détourné la magie en siphonnant les jeunes enfants qui en possèdent le plus. Et on les appelle des faucheurs donc. Et elle, ça va être une traqueuse. Une traqueuse, ça va être une personne qui a la possibilité de retrouver tous les faucheurs qui se trouvent autour d'elle, parce qu'elle a une marque dans sa main qui chauffe dès qu'il y a un faucheur dans les environs. Et il va y avoir un prêtre, le grand prêtre, qui va être, si vous voulez, le grand Manitou de ces faucheurs. Et elle va être à la recherche de ce grand Manitou parce que elle le pense coupable de la mort de ses parents. Et tout va prendre une autre dimension quand elle va se rendre compte qu'il y a un enlèvement groupé d'une 50aine d'enfants. Et c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Et donc du coup, elle va enquêter et puis elle va se retrouver face, à un moment donné, à un faucheur qui est censé être le bras droit de ce grand prêtre. Sauf que ce bras droit, c'est aussi un de ses amis d'enfance. Donc voilà, cette histoire va se dérouler dans ce sens-là, mais c'est vraiment très très réductif de ce qui se passe réellement dans cette histoire. Mais franchement, il ne faut pas en savoir beaucoup pour se lancer dedans. Déjà, le résumé, hein, vous avez que ces 4 phrases, vous n'avez pas plus. Donc, je veux dire, enfin, à l'intérieur, vous avez le grand résumé. Mais n'allez pas plus que ça. Laissez-vous porter par l'histoire, c'est vraiment génial. C'est assez dark, on est dans un univers qui est vraiment sombre, parce que dangereux, parce que, voilà, comme je dis, il y a des enlèvements d'enfants, que les faucheurs se nourrissent des enfants, donc les enfants sont vraiment pas du tout bien traités et bien vus dans cette histoire, mais de toute façon, à la fin du roman, elle a mis les trigger warnings, donc tout est expliqué. Mais vraiment, c'était génial, je m'attendais vraiment pas à aimer cette histoire, vraiment, c'est une grande, grande surprise. Je pense que je l'ai mis déjà dans mon top 5 du deuxième semestre, mais je pense même que je le mettrai dans mes plus grandes surprises parce que c'était vraiment dépaysant, de dingue, avec des croyances, des mages, des systèmes de caste, vraiment super original, vraiment. L'univers est dingue, les tropes sont connus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du déjà vu, on va dire. Mais l'univers fait que les personnages sont, à leur manière aussi, originales et super, super, super attachants. Et là aussi, j'ai été émue de maintes fois, mais surtout surprise et sur les fesses, parce que il n'y a pas vraiment... Enfin, c'est un premier tome, mais si vous faites attention, c'est marqué nulle part hein, que c'est un premier tome. Mais vu la fin, ça peut absolument pas se terminer comme ça. Mais voilà, vraiment, quelle découverte incroyable. Foncez. C'est vraiment, vraiment génial. Donc voilà pour ces 12 premiers jours de juillet. Vraiment que de bonnes lectures. Le seul livre que j'ai abandonné, c'est parce que c'était écrit trop petit. Voilà, il va falloir que je me refasse des lunettes progressives parce que avant j'en avais, celles-là ne le sont pas. Et du coup, j'ai de nouveau du mal à lire des poches et à lire même des brochets comme ça. Mais quand c'est vraiment écrit tout petit, enfin, c'est écrit petit, quoi, ça existe. Hein, quand les textes sont tassés et aérés et écrits un peu petit, je n'y arrive plus. Donc il va falloir que je refasse des lunettes. Mais sinon, c'est que des bonnes lectures. Vraiment, je suis choquée de par ces 2 coups de cœur. Là, c'est vraiment phénoménal, quoi, comment je me suis prise dedans. Impossible qu'on me décroche de ces histoires au moment où je les lisais, quoi. Donc voilà pour cette première quinzaine de juillet. On se retrouve à la fin de la semaine pour voir ce que j'aurais lu. Normalement, j'aurais lu 4 livres, je pense. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.